Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il sera question aujourd'hui d'un plugin d'effet développé par nos amis d'Arturia, à savoir le Tape J37, qui est une émulation logicielle du magnétophone Studer J37, connu pour son design légendaire et sa signature sonore. Ce magnétophone à lampe pourvu de 4 pistes a largement contribué à définir le son des années 50, 60, 70. Comme toujours, Arturia attache une grande importance à la reproduction de la qualité sonore des appareils d'origine. Donc ici, c'est le J37 du studio Barclay qui a été modélisé, qui a enregistré notamment certains artistes tels que Edith Piaf, Serge Gainsbourg et Jacques Brel. Donc ce plugin n'est pas en fait juste une simple émulation à bande, car en plus d'ajouter de la richesse harmonique, de la chaleur à vos sons, avec des tubes analogiques, il pourra amener en fait de la cohésion dans vos mix ou sur vos pistes individuelles grâce à sa compression naturelle. Alors, comme d'habitude, cette émulation est accompagnée d'outils supplémentaires made in Arturia pour répondre aux attentes des utilisateurs et des techniques de musique modernes. Donc voyons sans attendre à quoi ressemble ce plugin d'effet au niveau de l'interface. Alors on va faire une petite écoute rapide du projet, histoire de se mettre dans le contexte des sons utilisés et de voir comment on va les modifier avec le Tape J37. Alors, au niveau de l'interface principale, alors pour commencer, on va sélectionner le preset par défaut, un preset initialisé. Donc on pourra surveiller le niveau d'entrée et de distorsion harmonique, le THD, grâce au vumètre qui réagit dynamiquement au signal audio entrant. On pourra sélectionner la calibration de -18, -14 et -8 dB depuis le menu déroulant. Alors à quoi ça sert? Tout simplement, c'est qu'au moment où le signal dépasse le 0 dB dans le plugin, le vumètre de la piste ne va pas pour autant aller dans le rouge, et c'est la principale raison pour laquelle les plugins analogiques sont calibrés avec des valeurs négatives afin qu'on puisse les saturer comme on veut, sans créer de clipping numérique dans le DAW ou dans le séquenceur audio numérique, ou de faire saturer les convertisseurs. Après, on a un rotative drive qui va déterminer la quantité de distorsion de bande qui sera ajoutée au signal. Alors, petite astuce, en poussant le rotatif au-delà de ses limites, on introduira de la distorsion harmonique. Donc on pourra en quelque sorte passer d'une chaleur subtile à une saturation plus profonde. À gauche, on pourra choisir 4 types de couleurs de bande et de courbes d'égalisation différentes, CCIR ou NAB. Alors, ça correspond en fait à des normes d'égalisation qui affectent la qualité tonale. CCIR améliore la clarté, tandis que NAB mettra plutôt l'accent sur la chaleur du son. Donc les bandes SM911 offrent en fait un son plus pur que les SM468 qui sont plus vieilles et plus vintage. Donc on pourra faire notre choix de couleur de son parmi 4 propositions. Là on a Pristine ou Pristine. Donc on a un type de bande SM911 calibré sur un EQ européen, le fameux CCIR.
Pour le WARM, eh ben, c'est la même bande, SM911 calibrée sur un EQ américain, le NAB. Driven avec une vieille bande SM468 qui est calibrée avec un EQ américain, NAB toujours. Et Dirtiest avec donc toujours la vieille bande SM468 plus sale calibrée sur un EQ américain, NAB. On peut activer ou désactiver le mode moderne, le modern mode, qui permet d'accentuer en fait un filtrage plus naturel des aigus et des graves de la bande, qui aura pour effet de clarifier le son tout en préservant un niveau de saturation souhaité. Sur la droite, on peut basculer entre deux vitesses de lecture de bande, du J37 d'origine. La vitesse la plus élevée améliore la clarté du son, tandis que la vitesse la plus lente produira des sons plus sombres, un peu plus chauds, en mode lo-fi, si je puis dire. En haut à droite du mode Advance, on a un rotatif qui permet de doser le volume de sortie général du plugin. Au niveau du transport, bien, on peut agir sur le comportement physique de la bande avec l'option Play Stop pour reproduire l'effet de ralentissement classique d'arrêt de bande. Un Play, c'est le bouton avec les notes de musique. Arturia a donc ajouté en fait la fonction Tape Stop, synchronisée au tempo. Le Tape Stop permettra de ralentir le son progressivement jusqu'à l'arrêt total de la bande. Ce temps d'arrêt progressif est défini à droite par défaut, il est sur une mesure, une barre. Son amplitude est de 1/4 jusqu'à 8 mesures. À droite du menu déroulant, vous avez des options de Start Mode sur Instant ou sur Fast Forward. Donc sur Instant, la bande démarrera à vitesse normale. Et sur Fast Forward, le démarrage en fait de la lecture se fera plus rapidement. On remarquera que cet effet d'accélération sera audible lorsque l'on passe notamment du Tape Stop vers le Play.
Alors petite astuce, hein, on peut cliquer avec la souris sur les bandes pour activer l'effet de tape stop. Tant qu'on reste avec la souris maintenue sur le graphique, et dès qu'on va relâcher la souris, la lecture reprendra sa vitesse normale. Une autre astuce, hein, on peut faire une automation de cet effet tape stop et play fast forward, hein, dans notre séquenceur audio numérique, hein, pour créer des effets de transition par exemple. Hein, on observe dans le device par exemple d'Ableton Live, en déroulant la petite flèche, hein, qui affiche les paramètres, que le tape stop donc, est à droite et que le play est à gauche, hein, donc ils ne font qu'une seule et même partie, ils font partie d'un seul et même paramètre d'assignation, donc il suffit de faire une automation de play vers stop et de stop vers play pour créer éventuellement un effet de transition. Au niveau de la barre de statut inférieure, on a l'oversampling qui définit le niveau de suréchantillonnage entre le mode studio et render. C'est classique maintenant dans les effets d'Ableton Live. Donc en mode studio, c'est un bon compromis entre un niveau d'aliasing et le coût des ressources système, hein, du processeur de l'ordinateur. Et en mode render, on réduira l'aliasing, mais au prix d'une consommation de CPU plus grande. Je crois qu'on doit être du simple au double. Le ST offset, hein, provoque un décalage stéréo gauche-droit pour créer une dispersion en fait subtile pour améliorer le champ stéréophonique. Anime, eh bien, si on souhaite économiser de la ressource système, eh bien, on pourra désactiver l'animation des bandes, hein, qui tournent. Ça aura aucune influence en fait sur le son, c'est juste pour faire beau. Et on a le bypass qui permet de désactiver l'effet ou de l'activer pour faire un comparatif avec ou sans effet. Alors au niveau du panneau Advance, donc on peut accéder au panneau avancé, donc Advance, en cliquant sur le bouton qui affiche en fait une section d'égalisation, de calibration et de delay. Alors au niveau de l'EQ, donc le J37 dispose d'un EQ paramétrique à 3 bandes, donc avec 3 points sur le graphique, hein, qui peut agir en mode pré, post ou emphasis. Donc on clique sur le bouton on-off pour activer ou désactiver l'effet. On pourra cliquer au-dessus du mode pour activer le menu déroulant, hein, qui permet de choisir justement si on se met en pré, post ou en emphasis. Donc en pré, eh l'effet d'EQ sera appliqué au signal audio avant d'entrer dans le processus d'effet de saturation. En post, l'effet d'EQ sera appliqué sur l'effet de saturation. Et en mode emphasis, en fait, on va appliquer l'effet avant le traitement.
ainsi qu'une EQ inversée après le traitement pour garantir l'équilibre tonal. Alors, ce mode trouve son origine depuis les enregistrements à bande où certaines fréquences étaient amplifiées avant l'enregistrement et réduites lors de la lecture. Ça permettait d'exciter en fait la distorsion et de réduire les bruits qui étaient liés à la bande pour garantir un équilibre général. Après, sur bande, au-dessus de bande, on pourra sélectionner la bande de fréquence qu'on souhaite modifier en low shelf, donc plateau bas, en bell, en cloche ou en creux, en notch, et en high shelf, donc le plateau haut. Fréquence permet de positionner la fréquence sur le graphique, sur le spectre par rapport à la bande qui est sélectionnée. Gain détermine le gain qui sera ajouté ou réduit à la fréquence qui est sélectionnée. Et résonance permet de jouer sur la résonance de la bande qui est sélectionnée. En fait, ça joue sur la largeur de la bande autour de la position de la fréquence. En fait, on n'a pas vraiment besoin de passer par toutes ces sélections, car on peut agir directement sur le graphique avec la souris de l'ordinateur pour changer nos paramètres. On sélectionne le point de la bande qu'on souhaite ajuster. De gauche à droite, on choisira les fréquences, et de haut en bas, on augmentera ou on diminuera en fait le gain. Au niveau de la calibration, donc on pourra contrôler le niveau de bruit et de l'instabilité qui est lié aux caractéristiques de la bande pour ajouter du réalisme, reproduire l'usure mécanique et les variations de vitesse de bande, qu'on appelle wow and flutter, le pleurage et scintillement en français. J'ai un sujet que j'ai longuement abordé dans divers tutos, notamment sur le lo-fi. Je mettrai les liens de ces vidéos si ça vous intéresse, de savoir comment ça fonctionne. Donc on a un bouton on-off pour activer ou désactiver l'effet. Instability permettra de contrôler l'instabilité du décalage de hauteur du pitch et de la modulation, le fameux wow and flutter. Donc on le contrôle avec la souris de 0 à 100%. On a un visuel sur une courbe sinusoïdale qui est régulière à 0 et qui devient irrégulière à 100%. Alors petite astuce, cet effet peut être utilisé par exemple sur une guitare mono pour créer un léger effet de chorus stéréo. Le noise, il permet d'introduire du bruit de 0 à 100% avec la souris. Plus on aura de points blancs dans la zone, plus il y aura de bruit. Après, on a le delay loop. Alors, donc, on a un delay qui est intégré pour donner du mouvement, pour introduire des effets de phasing, de flanger, de slapback à vos instruments. Donc, toujours pareil, bouton on-off comme d'habitude. Le time permet de déterminer la durée du delay en nombre de mesures, de 1/32e jusqu'à 8 mesures. On créera un effet de slapback avec un temps de retard qui est long.
ou un effet de flanger avec un retard court. À gauche, on déterminera le mode de synchronisation du delay. Donc en free, c'est-à-dire libre, le time en fait sera exprimé en millisecondes. Ça permet par exemple de créer de belles textures en jouant plus ou moins rapidement avec le paramètre time pendant la lecture. Ça peut texturer un son. Sinon, on a 3 modes de synchro, hein, le synchro, triolet et pointé. On peut introduire un effet de feedback, hein, c'est-à-dire de réinsertion du son en sortie vers l'entrée du plugin. Alors attention à ne pas en abuser, hein, parce que sinon ça va vite devenir cacophonique. Offset permet de décaler en fait l'effet sur le canal gauche et droit, générant ainsi un effet stéréophonique. Et après, on peut ajuster l'effet sur une plage de fréquence en positionnant le high pass filter et le low pass filter. Hein. Je trouve que c'est une bonne idée en fait d'avoir paramétré ce genre de choses, car on peut appliquer en fait un delay uniquement sur une plage de fréquence, par exemple sur les basses ou sur les intermédiaires ou sur les fréquences hautes.
Je vous propose maintenant de tester certains presets sur des instruments ou des chaînes d'effets, histoire que ce soit un petit peu plus parlant pour vous. Les presets sont accessibles depuis le menu déroulant dans la barre du haut, qui sont classés par groupe d'effets, tape pour les bandes, délai, distorsion, EQ, chaîne d'effets ou le template par défaut.
Alors en conclusion, vous allez me dire encore un effet parmi tant d'autres, et je répondrai oui, c'est vrai. Je trouve que graphiquement, il est super chouette. Il sonne vraiment bien, surtout avec les ajouts façon Arturia en fait, qui permettent à mon sens de passer à une étape supérieure par rapport à ce que font les concurrents. Alors je vais pas citer les produits par exemple de chez Waves où je suis devenu complètement allergique pour de nombreuses raisons que vous devez probablement connaître si vous êtes utilisateur ou utilisatrice, mais bon, c'est pas le débat du jour. Niveau conso CPU en mode studio, ça sonne super bien et c'est peu gourmand en ressources. Niveau prix, je ne sais pas encore, puisque j'utilise une version bêta en avant-première, et je ne sais pas non plus si cet effet fera partie de la FX Collection, donc à suivre. La sortie officielle du plugin est prévue le 17 décembre 2024, alors je sais que ça ne sera pas le cadeau de Noël de fin d'année, toutefois je suis sûr que ce plugin trouvera sa place dans votre arsenal d'effets, alors dites-moi ce que vous en pensez une fois que vous l'aurez utilisé. Sur ce, merci de m'avoir écouté, prenez bien soin de vous, de vos proches et de vos anciens, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao les amis!